Bonjour et bienvenue dans ce deuxième cours de SVT à destination des secondes. Nous continuons dans le thème corps humain et santé, et plus particulièrement dans la partie procréation et sexualité humaine. Au programme du cours d'aujourd'hui, nous allons tout d'abord commencer par terminer le chapitre 1. Puis ensuite, nous allons faire un petit questionnaire de révision qui préparera les notions qui seront développées dans le chapitre 2 que nous évoquerons en fin de vidéo. À la fin du dernier cours, nous avions terminé avec la notion de puberté qui était plus ou moins tardive chez les garçons ou chez les filles et qui comprenait l'apparition des caractères sexuels secondaires déclenchés par la libération des hormones sexuelles par les ovaires ou les testicules. Pour en revenir à la production des gamètes, nous avons ici une coupe microscopique d'ovaires grossie 10 fois. Nous y voyons plusieurs choses. Tout d'abord, les follicules à différents stades de maturation, puisque nous remarquons en effet ici en périphérie les follicules de petite taille qui constituent le stock initial, puis ensuite nous voyons des follicules qui sont entrés en phase de croissance, et enfin au centre nous avons ici le follicule mature qui va donc arriver jusqu'à ovulation puisqu'il a été sélectionné. Sur d'autres coupes d'ovaires, donc on peut repérer encore une fois les follicules à différents stades de maturation et faire un grossissement sur l'un d'eux. Nous avons ici donc un follicule ovarien qui présente en son centre l'ovocyte qui est donc entouré par les cellules folliculaires qui ont ici pour rôle de protéger l'ovocyte. Si nous regardons maintenant l'équivalent masculin au niveau des testicules, nous voyons que les testicules, qui sont des organes pairs comme les gonades chez la femme, sont structurés en tubes séminifères. Les tubes séminifères sont les parties du testicule qui vont participer à la fabrication des spermatozoïdes. Entre ces tubes séminifères, nous voyons l'apparition de cellules interstitielles. Ce sont ces cellules interstitielles qui vont fabriquer et sécréter la testostérone. Cette testostérone va ensuite agir sur la formation des gamètes, donc les spermatozoïdes, dans les tubes séminifères, mais va également être libérée au niveau des vaisseaux sanguins qui sont présents ici et là, notamment au niveau de notre coupe, afin que la testostérone puisse ensuite agir dans les différentes parties du corps. Donc si on devait résumer, on a donc noté qu'au niveau de la puberté chez le garçon, il y avait donc une libération de testostérone qui était très importante, et donc une fabrication des spermatozoïdes qui se mettait en place. Il faut savoir qu'il n'y a pas de cycle menstruel chez le garçon. La production de spermatozoïdes y est constante, et de même que la sécrétion de testostérone. Par contre, il faut donc bien retenir que chez le sexe féminin, il y a donc bien présence d'un cycle menstruel de à peu près 28 jours. Durant les 14 premiers jours, nous avons la phase folliculaire. Donc, durant cette phase folliculaire, le follicule grossit et va donc libérer de plus en plus d'œstrogènes. Vers le 14e jour du cycle, nous avons donc l'ovulation. Donc l'ovocyte est libéré donc dans les trompes utérines, et ce qui reste du follicule va donner donc le corps jaune. Le corps jaune est un élément qui est important puisque lors des 14 derniers jours du cycle, durant la phase lutéale, c'est lui qui va sécréter donc les deux hormones, que sont les œstrogènes et la progestérone. Les hormones sexuelles ont elles-mêmes un rôle important au niveau du cycle utérin, puisque les œstrogènes sécrétés durant les 14 premiers jours du cycle, durant la phase folliculaire, vont permettre la prolifération et le développement de la muqueuse utérine, qui va donc s'enrichir en vaisseaux sanguins. De même, durant les 14 derniers jours du cycle, c'est la progestérone et les œstrogènes qui vont permettre le maintien de la muqueuse utérine pour accueillir donc un éventuel embryon, avec donc beaucoup de sécrétions de mucus qui seront ici pour permettre l'implantation du futur bébé dans l'utérus. S'il n'y a pas de fécondation, le corps jaune va donc régresser, disparaître, il ne libérera donc plus de progestérone ni d'œstrogène, et donc cette absence d'hormones sexuelles va faire que la muqueuse utérine va disparaître et nous aurons donc l'apparition des règles qui marqueront la fin du cycle, mais également le début du cycle suivant. Nous pouvons donc conclure ce chapitre 1 en complétant le schéma suivant. Au moment de la puberté, donc, chez le sexe féminin, il y a donc libération d'œstrogènes en grande quantité. Ces œstrogènes libérés auront donc deux conséquences, la production et la libération d'ovocytes de manière cyclique, ainsi que l'apparition des caractères sexuels secondaires féminins. De la même manière, pour le sexe masculin, au moment de la puberté, il y a donc une augmentation de la sécrétion de testostérone dans le sang. La testostérone aura donc deux conséquences, d'une part la production de spermatozoïdes par les cellules des tubes séminifères, et d'autre part l'apparition des caractères sexuels secondaires masculins. Le chapitre 1 étant terminé, nous allons donc passer maintenant à un petit questionnaire de transition qui va donc préparer au chapitre 2. Première question.
la sexualité humaine repose uniquement sur les hormones et le système de récompense. Ne se distingue pas de celle des mammifères non primates. Repose sur des composantes psycho-affectives, sociales et biologiques. N'évolue pas au cours de la vie. La bonne réponse était ici la réponse C, repose sur des composantes psycho-affectives, sociales et biologiques. En effet, donc, la sexualité humaine ne repose pas uniquement sur un système de récompense. Nous avons beaucoup de composantes psycho-affectives et cognitives qui vont donc déclencher l'acte sexuel. La sexualité humaine se distingue justement de celle des mammifères non primates qui, eux, ont une sexualité qui est principalement basée sur la libération d'hormones et donc sur des phases de reproduction bien spécifiques. Enfin, la sexualité évolue bien évidemment tout au long de la vie en fonction des gens, en fonction du vécu des personnes et en fonction de tout plein de composantes extérieures à la personne. Question numéro 2. La sexualité, c'est le fonctionnement des organes reproducteurs, des sensations, des émotions et des sentiments, des lois, des règles sociales ou religieuses, des manifestations dans les médias. Les trois ensemble. La bonne réponse est donc la réponse D, donc les trois ensemble, puisque effectivement la sexualité est donc la résultante de tous ces paramètres-là. Effectivement, les organes reproducteurs vont forcément jouer un rôle, notamment par la libération des hormones sexuelles, mais comme on vient de le dire juste avant, eh bien, il y a également une importance de la composante émotionnelle, cognitive, et donc du coup, ça va également influer très fortement sur l'acte sexuel. La société a également un impact très important sur l'identité sexuelle et l'orientation sexuelle des individus, comme nous le verrons par la suite. Question suivante. Le système de récompense est uniquement basé sur une communication hormonale entre organes, est activé exclusivement lors des relations sexuelles, est activé par des messages nerveux provenant des organes sexuels, ou génère des sensations désagréables. La bonne réponse était donc la réponse C, est activée par des messages nerveux provenant des organes sexuels. C'est ce qu'on verra donc juste après, puisqu'en effet nous développerons donc le système de récompense avec les différentes expériences qui ont permis de le mettre en évidence. La réponse A est fausse, puisque ce ne sont pas uniquement des hormones qui vont servir à mettre en place ce système de récompense. Ce n'est pas non plus uniquement activé lors des relations sexuelles, mais pour tout acte qui va procurer du plaisir. Et génère donc des sensations désagréables, non, puisqu'au contraire, c'est un système de récompense qui procure donc des sensations positives, agréables, qui vont permettre de reproduire l'acte en question. Question suivante. L'identité sexuelle correspond aux activités, comportements et fonctions socialement attribuées aux femmes et aux hommes, avec des variations importantes selon les sociétés et leur histoire. Aux caractéristiques arbitraires, fondées sur des idées préconçues que l'on attribue à un groupe de personnes en fonction de leur sexe, à l'attirance émotionnelle, affective et sexuelle envers des individus, ou à la conscience d'appartenir au sexe masculin ou féminin et d'être reconnu socialement comme tel. La bonne réponse était donc la réponse D, la conscience donc d'appartenir au sexe masculin ou féminin et d'être reconnu socialement comme tel. Il est important donc de bien différencier l'identité sexuelle de l'orientation sexuelle ou même du genre sexuel, qui sont donc des composantes différentes de la sexualité, qui peuvent avoir bien sûr un impact les unes sur les autres, mais qui sont donc des choses différentes. L'identité sexuelle donc correspond bien à une expérience personnelle, un sentiment de soi, qui est donc de se ressentir comme un homme ou comme une femme, quelle que soit finalement son orientation sexuelle et quel que soit finalement également son genre sexuel donné à la naissance. Ce petit questionnaire d'introduction étant donc terminé, nous pouvons donc entamer le deuxième chapitre, la mise en place de la sexualité. Nous allons donc revenir à une expérience de 1954 des scientifiques Olds et Milner qui a donc justement mis en évidence le système de récompense. L'expérience est donc celle-ci. Nous avons donc une souris qui est donc enfermée dans une boîte et qui donc a à sa disposition un petit levier qui, lorsqu'elle appuie dessus, eh bien, va délivrer un courant électrique dans son cerveau grâce à une microélectrode.
Or, il s'avère que lorsque la microélectrode est placée dans une zone bien spécifique du cerveau, eh bien la souris va répéter inlassablement le geste d'appui sur la pédale, ce qui va donc lui délivrer donc des charges électriques dans cette partie du cerveau. Cette partie du cerveau qui a donc été mise en évidence est donc impliquée dans le système de récompense. En effet, comme nous pouvons le voir ici, lorsqu'il y a donc un acte érotique qui est donc effectué ou visionné par une personne, eh bien on voit que certaines zones bien spécifiques du cerveau, modélisées ici en vert, eh bien qui sont activées. Les autres zones du cerveau ne le sont pas. Il y a donc une zonation bien spécifique des aires cérébrales du plaisir impliquées dans le système de récompense. Cependant, le système de récompense n'est pas la seule composante à être à l'origine de l'acte sexuel. Car en effet, chez l'être humain et également chez les autres primates sans queue, il y a une zone du cerveau qui l'on appelle le cortex préfrontal qui est très développée. Ce cortex préfrontal existe également chez les autres primates, ceux avec des queues, et également chez les autres mammifères, mais elle y est beaucoup moins développée. Or, le cortex préfrontal est à l'origine de fonctions cognitives, c'est-à-dire donc tous les processus de réflexion à l'origine des sentiments, à l'origine des émotions donc liées aux autres personnes du groupe. Les émotions vont donc avoir un impact très important sur l'acte sexuel, tout comme le système de récompense. Alors maintenant, il faut donc bien différencier différents paramètres. Tout d'abord, donc, l'identité sexuelle, qui est donc le fait de se sentir homme ou femme et de se considérer comme tel dans l'espace social. Il faut savoir que l'espace social dans lequel va vivre un individu aura un très grand impact sur son identité, notamment celle sexuelle. Par exemple, si on projette un film dans lequel un bébé est en train de pleurer sans préciser le sexe à des individus. Si on leur demande pourquoi cette petite fille pleure, ils vont donc tous répondre parce qu'elle est triste ou parce qu'elle a du chagrin. Par contre, si on demande pourquoi ce petit garçon pleure, la réponse va être immédiate et opposée parce qu'il est en colère. On voit donc que l'environnement et surtout la société et le regard de la population sur les individus va avoir un impact très important sur leur conditionnement et donc leur développement sexuelle au cours de leur vie. Deuxième terme à bien définir, celle de l'orientation sexuelle. Celle-ci relève de l'intimité des individus et elle est protégée par l'État français. Cette orientation sexuelle désigne donc le désir affectif et sexuel, l'attirance qui peut porter sur les personnes du sexe opposé ou non. On peut donc conclure le chapitre 2 avec le schéma suivant. On voit en effet que la sexualité humaine est un comportement qui est décidé par plusieurs types de facteurs, notamment les facteurs biologiques, les hormones, les facteurs affectifs et cognitifs, qui sont donc développés notamment par le cortex préfrontal, et enfin les facteurs sociaux qui vont également avoir un impact très important sur la sexualité, puisque l'environnement dans lequel va vivre un individu va également le conditionner.